tout le monde, bienvenue à ce mardi scientifique. Aujourd'hui, on est chanceux, on reçoit Dr. Fillon Kenville, qui est une psychiatre formée à l'Université de Montréal, puis qui a fait une formation complémentaire au programme des troubles de la régulation émotionnelle des hôpitaux universitaires de Genève, dans le service spécialisé dans le trouble de personnalité limite et le trouble du déficit de l'attention et ou avec hyperactivité. Est formée en thérapie comportementale dialectique et en thérapie basée sur la mentalisation. Elle travaille présentement à la clinique des troubles relationnels et dépendance puis à l'urgence de l'hôpital en santé mentale Albert Prévost de notre CIUS. Puis elle va nous présenter aujourd'hui justement sur le trouble de la régulation émotionnelle, sur l'expérience suisse, son expérience suisse. Je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde. Donc, il me fait très plaisir de venir présenter mon expérience aujourd'hui pendant mon fellowship. Donc, j'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Au niveau des objectifs de la présentation, le but aujourd'hui, je vais vous parler premièrement d'un petit survol de comment ça fonctionne le système de santé suisse. Après, je vais vous parler de l'unité du trouble de la régulation émotionnelle des hôpitaux universitaires de Genève. On va parler brièvement là, des approches thérapeutiques pour les troubles de la régulation émotionnelle, des ingrédients clés qui sont associés. Au niveau de l'organisation du système de santé suisse, ça a été déclaré par le EuroHealth Center Consumer Index 2018 comme le meilleur système de santé en Europe. Ce que ça se base, ce type d'évaluation-là, c'est vraiment sur l'accessibilité et le temps d'attente. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le système de santé suisse est aussi un des plus chers au monde. C'est un mélange qui est de système mixte privé et public. En fait, comment ça fonctionne, c'est qu'on a tout le monde une assurance qui va être une assurance de maladie qui est obligatoire. Donc, chaque personne qui rentre en Suisse pour une certaine durée de temps, qui n'est pas un vacancier, mais qui a un permis de travail, un permis de résident, va avoir à payer, débourser pour une assurance. Donc, moi, même en étant couverte au Québec, il fallait absolument que je paye pour avoir cette assurance-là obligatoire. Et ce n'est pas des petits montants, là. Donc, pour avoir, par exemple, la plus de base, donc une franchise à 2 500 $, il fallait que je paye 350 francs suisses par mois. Alors bon, puis peu importe, il n'y a aucune manière de contourner ça. Alors, donc, on se dit, pour n'importe qui dans la population, il y a un minimum, juste pour exister en Suisse, un minimum de coût de 350 francs par mois. Le système est assez complexe, donc c'est sous la grande responsabilité de la Confédération suisse, mais chaque canton va avoir leur propre système avec leur propre programme, leur propre organisation. C'est vraiment une autorité cantonale. Donc, par exemple, moi, j'étais à Genève. Les gens qui venaient de Lausanne n'avaient pas le droit au même programme que ce que nous, on offrait à Genève. Puis là, il fallait qu'ils déboursent des montants différents. Il n'y avait pas le droit au forfait. Donc, ça faisait en fait que le système suisse, bon, il y a 26 cantons, alors il y a 26 systèmes de santé à travers la Suisse, ce qui rendait ça un peu complexe quand même. Je parle un peu de comment c'est fait les diverses cliniques. Donc, Genève, c'est tout petit, hein. Il y a donc 200 000 personnes au niveau de la population dans la ville. Donc, ça n'a vraiment pas le même niveau que Montréal au niveau des quantités de soins. Ça fonctionne beaucoup avec des psychiatres privés ou des généralistes au privé. Donc, c'est beaucoup dans des bureaux. Par contre, il y a le grand hôpital universitaire de Genève qui va avoir diverses cliniques partout dans la ville. Donc, les cliniques spécialisées, donc il y avait les troubles de l'humeur, les troubles de la régulation émotionnelle, la toxico, il y avait la sexologie, la pédopsychiatrie. Tout ça, c'est éparpillé un peu partout. Ensuite, tu as l'urgence et les soins de courte durée en psychiatrie qui sont associés avec l'hôpital général, où il y a toute la médecine aussi physique. Et ensuite, il y a l'hôpital psychiatrique de Belle-Île. Là, je vous ai mis une photo, donc c'est complètement éloigné, à peu près 25 minutes de la ville en vélo, à travers les champs. Et là, quand tu arrives, en fait, nos gardes psychiatriques se faisaient là-bas. Tu arrives là-bas, ils te donnent un padjet, une carte de l'endroit, un vélo si tu veux, puis ils te disent « bonne chance, bonne soirée ». Ça fait assez particulier, c'est vraiment un petit village qui est exclu de tout. Aujourd'hui, je vais vous parler surtout de la clinique du trouble de la régulation émotionnelle. Par contre, je voulais aussi vous présenter une partie de ce qu'il faisait à l'unité de crise, qui est de courte durée, que je trouvais assez intéressante, qui travaillait en étroite collaboration avec notre équipe et qui s'occupait, en fait, c'était tous des patients avec troubles de personnalité. Donc ça, c'est associé à l'hôpital général. C'est des gens qui arrivaient à l'urgence et qui ensuite pouvaient entrer dans le court séjour. On appelait ça l'unité du 2JC. Je vous ai fait là, vous allez probablement pas voir, c'est très petit, mais c'est un espèce de diagramme de comment ils organisent leurs soins à cette équipe d'unité d'intervention de crise. C'est des courts séjours d'une durée vraiment d'1 semaine. Donc, la personne va arriver à cette unité, il va avoir une présentation, une évaluation du risque suicidaire, ils vont construire l'alliance thérapeutique.
Ensuite, il va y avoir la phase de travail, qui est donc les jours 2 à 5, où ils vont offrir 2 entretiens individuels, donc un avec l'infirmier, un avec le psychiatre, quotidiennement. On va travailler par rapport à une formulation. C'est une équipe qui est formée en mentalisation, donc ils vont vraiment avoir une approche associée sur les états mentaux, les liens d'attachement, le lien entre la crise suicidaire et les enjeux relationnels qu'il pourrait avoir. Donc, avec le patient, on va vraiment travailler dès le début du séjour sur la phase de comment on peut comprendre qu'est-ce qui vous est arrivé par rapport à, oui, votre vécu, par rapport à votre situation de crise, par rapport au plan de crise. Puis donc, on va construire à travers tous ces jours-là vraiment une compréhension commune de ce qui s'est passé. À travers tout ça, on va faire une rencontre systémique qui va être probablement plus vers la 4e, 5e journée, au moment où on s'est entendu sur une compréhension commune, on peut l'expliquer à la famille, on prévoit progressivement le congé dès ce moment-là. Puis aussi, il y a des groupes. Donc, il y avait 2 groupes par semaine de mentalisation et je crois 2 groupes de pleine conscience où on va travailler avec tous les patients ces enjeux-là d'attachement, d'exploration des états mentaux, de discussion, puis donner des petits exercices aussi de pleine conscience pour apprendre à se réguler, travailler la respiration, travailler des stratégies qui pouvaient avoir lieu pour aider à passer à travers les crises. Et finalement, la phase de sortie qui était au jour 6-7, où là, on va vraiment revenir sur notre formulation, essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui s'est passé dans la crise, dans les relations, puis travailler ensuite pour le plan de sortie, donc l'ouverture vers les psychothérapies, l'ouverture vers comment vous allez prévoir votre congé, comment ça va se passer. Donc, c'est vraiment un système que je trouvais quand même intéressant parce que c'était vraiment spécifique aux troubles de personnalité, puis ça l'évitait donc de se rendre dans l'hôpital général qui était un peu plus loin, où il y avait des durées de séjour un peu plus longues, c'était moins spécialisé, c'était moins intensif, et ça faisait que les gens, il y avait moins de complications là, au niveau de l'hospitalisation des troubles de personnalité parce que c'était vraiment une équipe qui était formée dans le domaine. Maintenant, je parle du trouble de la régulation émotionnelle. Donc, je vous présente l'équipe. Ça avait été fait, c'est une photo qui avait été prise à mon 30e anniversaire où il m'avait invité chez le patron. Donc, voilà, tout le monde est là. Donc, le chef de clinique, c'est Nader Pérou, qui est professeur, qui est formé en trouble, eux, ils appellent ça le trouble borderline d'ailleurs, donc le trouble borderline et le TDAH. À travers l'équipe, il y a un médecin adjoint de clinique, un interne, 4 infirmiers, 3 psychologues et 2 chercheurs. Pour les professionnels, ils sont en général à 50-70 %, mais ce qu'on voit, c'est quand même une très grosse équipe, là. Ici, c'est le programme. Alors, le trouble de la régulation émotionnelle, ça répond à 2 grands diagnostics, le trouble de personnalité limite et le TDAH. Pour le trouble de personnalité limite, ce qu'on va utiliser comme thérapie, c'est la thérapie basée sur la mentalisation, qui impliquait donc un groupe d'introduction et 25 séances. On avait aussi la thérapie dialectique comportementale, qui était d'une durée, fonctionnait par module, mais en tout, ça durait environ 1 an. Pour le TDAH, alors là, on avait 3 modalités différentes. Donc, on avait la thérapie dialectique comportementale, où on faisait en 4 modules de 12 séances, un suivi sur plusieurs grands facteurs associés avec le TDAH. On avait la thérapie basée sur la mentalisation qui était en essai. Donc, ils ont fait, dans le fond, moi, ça se terminait au moment où je suis arrivée. Mais même chose, l'introduction avec les 25 séances. Et un groupe de pleine conscience qui était vraiment que des exercices de méditation qui duraient 2 mois. Au niveau de la trajectoire, donc, on avait une référence qui était par un psychiatre privé, ça pouvait être par un généraliste. Il y avait même de l'autoréférence. Donc, les patients qui appelaient « Bonjour, je pense que j'ai un trouble de personnalité. J'aimerais une évaluation à ce sujet. » Au niveau des délais, je dirais que ça dépendait de quel moment là, on était dans l'année, mais entre 3 et 6 mois, souvent plus 6 mois vers la fin du stage, on pouvait avoir la consultation. Ensuite, on avait la consultation psychiatrique initiale, où on fait une histoire psychiatrique régulière, on essaie d'évaluer c'est quoi les enjeux de personnalité, est-ce qu'il n'y a pas de troubles anxieux, est-ce qu'il n'y a pas d'autres comorbidités. Si on pense qu'effectivement, il y a probablement des enjeux de personnalité ou un TDAH, on va le référer pour un SCID, pour le trouble de personnalité limite et narcissique. Ça, en fait, c'est pour le TPL. Là. Pour le TDAH, je ne vous l'avais pas mis, mais il y a une évaluation par un chercheur ou un psychologue où il allait faire une DIVA, qui est donc l'évaluation pour le TDAH, et aussi une évaluation en ligne de l'impulsivité.
qu'on pouvait avoir, donc un espèce de petit programme qui se faisait pour voir à quel point le patient était impulsif ou pas. Après qu'ils aient fait ces tests-là, on faisait un retour sur les tests diagnostiques avec le psychiatre, où l'on donnait le diagnostic, on parlait de ce serait quoi les possibilités de traitement. Si le patient décidait de s'engager dans une thérapie pour le trouble, alors là, on le mettait sur la liste d'attente pour soit la thérapie dialectique, soit le trouble la thérapie de mentalisation. Si c'était un patient TDAH puis qui voulait juste de la pleine conscience, on pouvait l'inscrire aussi sur la liste d'attente. En général, 2 mois ensuite, il y avait une place disponible et le patient recevait un appel par le thérapeute. Donc, le thérapeute individuel avait une place dans son horaire. On l'appelait, on faisait une rencontre d'engagement. Ça pouvait durer environ 4 séances où on préparait le patient à la thérapie. Puis, une fois que c'était fait, donc on pouvait débuter le groupe. Ici, c'est le programme. Donc, au niveau du programme, on avait diverses modalités de groupe. En tout, on donnait 2 groupes de DBT, un groupe de DBT+, qu'on appelait. Donc, c'est comme une thérapie dialectique plus avancée où on approfondissait un peu plus tout ce qui est enjeu d'efficacité interpersonnelle, d'acceptation. Donc, c'est un petit peu plus poussé pour les gens qui avaient déjà fait un module de DBT. On avait 2 groupes de mentalisation, 2 groupes pour le TDAH et un groupe de pleine conscience. Les gens qui participaient au programme faisaient aussi 1 heure de thérapie individuelle. On offrait du soutien téléphonique de 8h45 à 6h et il y avait une supervision d'équipe qui était hebdomadaire de 1h30. Là, on passe à la thérapie dialectique comportementale. Je vous ai mis le livre de référence qui a été traduit justement par l'équipe de Dr. Pérou, qui est un peu tout le module là, de Linéane. Bref, rappel, donc la thérapie dialectique comportementale, ça a été fait par Dr. la psychologue Marshall Linéane. Dans les années 1980. C'est une thérapie qui est issue, oui, de la thérapie cognitivo-comportementale, mais où on a aussi ajouté donc la pratique du zen, donc la méditation, la pleine conscience, l'idée de l'acceptation. Et l'importance de cette thérapie va beaucoup axer sur la dialectique. Donc, l'idée de faire une synthèse en 2 opposés. Donc, oui, il y a le changement qu'on veut travailler, mais il y a aussi l'acceptation. Et c'est pas uniquement on fait de l'acceptation ou du changement, mais vraiment, on veut trouver une synthèse des 2. Puis dans notre approche avec le patient, il va toujours avoir cette idée-là, cette recherche-là de synthèse de 2 pôles qui ressemblent, à prime abord, opposés. La théorie est surtout axée sur l'idée que le trouble de personnalité limite est un problème de régulation émotionnelle. Et donc, tout l'ensemble des enjeux vont être axés sur cette dysrégulation émotionnelle-là. On va parler de la théorie biosociale du TPL. Au niveau biologique, on va avoir la vulnérabilité émotionnelle, où on pense que le trouble de personnalité limite a, oui, une sensibilité qui va être plus élevée que la moyenne, une réactivité qui va être plus élevée. Donc, on voit ici dans la courbe, ça monte plus vite. Donc, déjà, ça part plus bas, ça monte plus vite et c'est difficile pour retourner à un état de base. Et ça, on pense que c'est vraiment biologique. La deuxième chose, c'est l'aspect de l'environnement invalidant. Là, naturellement, on pense aux abus, on pense au trauma. Oui, ça en fait partie. Mais il y a aussi seulement le simple fait que le parent aurait pu ne pas être capable de reconnaître et d'aider à réguler l'enfant dans sa réponse émotionnelle. Donc, de ne pas encourager l'expression émotionnelle, de ne pas tolérer l'expression émotionnelle aussi. Ce qui fait, en fait, des réponses qui peuvent être, inconstantes, invalidantes, de ne pas aider l'enfant à dire « tes émotions sont normales ». Donc ça, on pense qu'il y a une partie qui n'a pas été faite et que l'enfant se considère étrange, considère qu'il y a des réactions qui sont inadéquates, qui est bizarre, ce qui créerait cette espèce d'invalidation-là dès le jeune âge. Voilà, donc pour celui-là. La TCD, c'est vraiment faite de manière organisée avec quatre aspects qui sont essentiels. Donc, il y a les rencontres individuelles avec le patient, donc la psychothérapie individuelle qu'on connaît, les groupes de compétences qui sont associés sur les modules, le soutien téléphonique, dont je vais parler un peu plus tard, et la supervision d'équipe. C'est important d'avoir le programme en tant que tel est fait pour avoir ces 4 composantes-là. Vers un exercice. Alors, Madame M, puis vous n'hésitez pas à répondre. Donc, patiente de 30 ans que vous suivez en thérapie comportementale dialectique depuis 3 semaines. Elle a manqué son dernier rendez-vous. Elle arrive en panique à votre bureau, pleure abondamment, dit que rien ne va. Vous comprenez finalement qu'elle s'est disputée la veille avec son conjoint, qui a quitté le domicile suite à une dispute, puis après son départ, elle s'est mise à boire, elle s'est automutilée.
Elle a fait des blackouts, elle explique que le conflit est à propos de difficultés financières, puis qu'elle risque d'être évincée du logement parce qu'ils n'ont pas payé le loyer depuis 2 mois. Elle se sent dépassée seule, elle vous mentionne qu'elle doute que vous puissiez l'aider et que vous allez probablement la laisser tomber comme tout le monde. Ouh. Ça arrive souvent avec les troubles de personnalité limite, là, cette espèce de vague-là d'informations. Donc là, on fait quoi avec tout ça? Avec quoi on commence? On commence avec la dispute avec le conjoint, l'absence au dernier rendez-vous, la risque de perte de logement, l'automutilation, l'abus d'alcool ou les doutes face à la thérapie. Moi, je voterais pour ce qui est plus dommageable pour la personne, là, peut-être l'automutilation. Tout à fait. Donc, ce qu'on va aller... Agatha est en stage avec nous, j'aime ça, elle a bien répondu. Donc, en premier, si on regarde au niveau de la thérapie dialectique, donc vraiment l'approche dialectique, ce qu'on veut travailler en premier, c'est les comportements suicidaires ou qui mettent la vie en danger. Dans ce contexte-ci, on a l'automutilation. Ensuite, on va travailler les comportements interférents avec la thérapie, puis ensuite, les comportements qui vont interférer avec la qualité de vie. Ce guide-là, au début, ça a l'air un peu nono, mais ça va vraiment nous aider dans notre entrevue à justement pas se sentir débordé. Ça nous permet de focusser sur une seule chose à la fois parce que le risque avec le trouble de personnalité limite, si on a trop d'informations, on va rentrer dans plein de cases puis finalement, on va être tout le temps en train de réagir à une crise. Ça n'aidera pas à faire donc, la continuité au niveau de la thérapie. Donc, on veut vraiment viser en premier qu'est-ce qui est comportement suicidaire. Quand on va travailler avec un patient individuel, on va toujours commencer avec une formulation de cas. Ce qui est fait quand je parlais de l'engagement avec le thérapeute avant même de commencer les groupes. Donc, ce qu'on va travailler avec le patient, c'est l'anamnèse. Donc, c'est quoi l'histoire développementale, les difficultés actuelles? C'est quoi ses objectifs de vie? Donc, est-ce que c'est de se trouver un travail? Est-ce que c'est d'avoir une maison, d'avoir une famille? Donc, on va vraiment bien détailler vers pourquoi est-ce qu'on fait cette thérapie-là ensemble. Les cibles du traitement, c'est quoi les comportements qui sont problématiques? C'est quoi les comportements que vous voulez travailler? Ceux que le patient pense qu'ils doivent être travaillés et ceux que le thérapeute considère aussi qu'ils doivent être travaillés. Donc, on va s'entendre mutuellement sur c'est quoi notre contrat, qu'est-ce qu'on travaille ensemble. La suicidalité va être incluse là-dedans, peu importe, c'est l'engagement que le patient va prendre. Donc, ne pas se tuer pour faire la thérapie, ça fait partie du traitement qu'on veut obtenir. On va parler de la théorie biosociale. À travers ça, on va explorer c'est quoi la vulnérabilité émotionnelle du patient. Est-ce que c'est un patient qui est très réactif, qui descend lentement? Donc, on va vraiment lui faire beaucoup de psychoéducation sur la compréhension du trouble de personnalité limite. On va aussi travailler l'environnement invalidant. Donc, dans cette séance-là, quand on va essayer de détailler c'est quoi l'environnement invalidant, on veut vraiment avoir une idée de comment le patient perçoit son environnement, qu'est-ce qu'il aurait pu percevoir comme invalidant quand il est peut-être plus jeune. C'est souvent une séance qui est assez difficile pour le patient. Bon, c'est le moment où on va parler de ses traumatismes, on va parler de qu'est-ce qui a été difficile au niveau parental. On va aussi faire beaucoup de psychoéducation sur le fait que souvent, ses parents, pour la plupart du temps, ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Hein. Donc, on va aussi donner beaucoup de psychoéducation pour ne pas démoniser l'environnement, mais de comprendre qu'ils ont fait du mieux qu'ils peuvent à ce moment-là, mais que ça a pu contribuer à leur difficulté à se réguler dans le moment présent. Ensuite, aborder les stades de traitement. Généralement, les patients qui arrivent en thérapie dialectique comportementale, c'est des patients qui sont très agissants, ce qu'on considère le stade de traitement de numéro 1, c'est-à-dire des comportements autodestructeurs. Puis après, on va détailler les cibles principales. Donc, c'est quoi au niveau suicidaire et menaçant la vie que le patient va pouvoir faire, qu'on veut travailler? C'est quoi les comportements qui risquent d'interférer avec la thérapie? Pour le patient, mais aussi pour le thérapeute, parce que nous aussi, on peut avoir certaines choses qu'on sait qui risquent de se produire en thérapie. Par exemple, quelqu'un qui est souvent en retard, ben, ça fait partie des comportements que nous, on fait qui interfèrent avec la thérapie. Puis ensuite, les comportements interférant avec la qualité de vie, donc ça peut être tout ce qui est consommation d'alcool, difficulté à se mobiliser au niveau des loisirs, puis les cibles secondaires qu'on va rajouter dans cette formulation de cas-là. Chaque début de séance vont débuter avec la carte journalière. Donc, le patient nous amène sa carte. Et là, vous voyez, avec la carte d'observation, on a vraiment détaillé au cours de la semaine. Qu'est-ce qu'il y a eu comme problématique? Est-ce qu'il y a eu des tensions, des comportements autodommageables, la consommation? Ici, on va nommer les émotions, les événements spécifiques de la journée, quelles activités nourrissantes ont pu être utilisées, les compétences qui ont été utilisées.
Cette carte-là est vraiment très utile pour nous donner une idée de la semaine parce qu'on se rappelle, bon, souvent avec le trouble de personnalité limite, on passe de crise en crise, puis bon, on arrive à la fin de la semaine, puis on se rappelle juste de ce qui s'est passé, c'est la veille. Là, on a vraiment un tableau global de ce qui s'est passé, puis des événements qui ont été notés. Cette carte-là est aussi très utile pour réduire le risque de comportement autodommageable. J'avais des patientes qui me disaient juste de savoir qu'il fallait que je marque que je m'étais mutilée, bien, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas le goût qu'on parle de ça toute ma séance. Alors, c'est quelque chose qui va quand même nous aider à déjà, ça a un aspect de, bon, pas punition, mais s'ils sont obligés de l'écrire, ça a un aspect aversif quand même. Puis, comportement efficace, ça va être pratique aussi pour voir, OK, bien, qu'est-ce qui aurait pu être fait, qu'est-ce qui est à travailler, quelles compétences vous utilisez le plus facilement. Donc, c'est pour la carte journalière. Une fois qu'on a eu un comportement dommageable, ce qu'on va faire, c'est l'analyse comportementale en chaîne. Donc, ici, on a un petit schéma qu'on va utiliser, qu'on va remplir avec le patient. Puis au départ, quand on va être en début de thérapie puis qu'il y a beaucoup de comportements autodestructeurs, on va faire cette chaîne-là souvent. C'est quelque chose qu'on va répéter. Puis le but, c'est que la personne constate d'elle-même les patterns qui vont être répétés. Vous voyez ici, on commence avec le comportement cible, avec ensuite l'événement déclencheur. On va avoir le contexte de vulnérabilité. Puis, on va vraiment détailler chacun des éléments de la chaîne. Donc, c'était quoi les pensées? C'était quoi les émotions? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? On va vraiment détailler chacun des petits moments, ainsi que les conséquences. C'était quoi les conséquences sur le coup? Puis ça se peut que les conséquences immédiates, souvent, il y a un aspect soulageant. Par exemple, de se couper, elle veut pas, l'immédiat, ils se sentent soulagés, la crise est partie. C'est important de le noter parce que si le patient n'est pas capable d'en prendre conscience, ça va être très difficile après de travailler sur qu'est-ce qui renforce notre comportement ou pas. On va travailler aussi qu'est-ce qui a eu lieu à court terme, qu'est-ce qui a eu lieu à long terme, c'était quoi les conséquences qui ont pu survenir par la suite. Par la suite, on revient à travers tout ça et on va regarder c'est quoi les stratégies, de prévention pour les facteurs de vulnérabilité et c'est quoi les solutions qu'on aurait pu utiliser qui nous auraient sorti là, de cette crise, de cette chaîne-là. Donc, par exemple, OK, donc là, vous étiez dans votre cuisine, vous êtes chicané avec votre chum, qu'est-ce que vous auriez pu faire? Ça aurait pu être d'aller se mettre de l'eau dans le visage. Ah, OK, là, je suis proche de ma porte, j'aurais pu penser à aller prendre une marche. Donc, on va vraiment faire des bulles qui permettent pas à pas de sortir du moment pour se donner des idées de quelles stratégies sont à employer. Par rapport au groupe de compétences, donc c'est 2 heures, avec toujours un retour sur la tâche de la semaine, un exercice de pleine conscience et une nouvelle compétence à apprendre. La thérapie dialectique comportementale, c'est faite en 4 modules. Donc, il y a la pleine conscience, la régulation des émotions, l'efficacité interpersonnelle et la tolérance à la détresse. Comment on l'organisait à Genève, c'est qu'on faisait toujours 2 séances de pleine conscience avant chacun des modules, parce qu'on considère que la pleine conscience, c'est vraiment intégré dans chacune des compétences de la thérapie. Donc, pour arriver à gérer sa détresse, ça prend de la pleine conscience. Pour réguler ses émotions, ça en prend aussi. Même chose pour l'efficacité interpersonnelle. Donc, on en sème un peu partout. Puis, la pleine conscience, on considère qu'il y avait aussi un aspect très pratique. Donc, il faut le faire plus que l'expliquer. Donc, c'est pour ça qu'on l'intégrait un peu partout, pour s'assurer que le patient pouvait vraiment bien le pratiquer. Et le patient pouvait intégrer à chacun des modules. Donc, c'est important qu'il y ait des bases de pleine conscience à chacune des étapes. Ça permettait d'avoir un roulement. Chaque module durait environ 2 à 3 mois. Et puis, on avait différents modules qui roulaient en même temps. Soutien téléphonique. Ça, c'est souvent ce que les gens ont peur quand ils disent, quand ils entendent DBT, je ne veux pas me retrouver avec des appels de nuit, s'il vous plaît. Je trouvais qu'il avait quand même trouvé un bon compromis là, de 8h45 à 6h. En fait, l'idée du soutien téléphonique, la raison pourquoi Liliane insiste beaucoup sur cette sphère-là, c'est que ça va permettre aux patients de généraliser des compétences à la maison. C'est bien d'apprendre quelque chose en thérapie dans le bureau. Par contre, c'est vraiment plus efficace de le pratiquer live. Et au début, ce qu'on considère, c'est que le patient n'est peut-être pas capable de faire tout de suite la généralisation à son milieu. Le soutien téléphonique sert à ça. Donc, à partir du moment où le patient va vivre une crise, va appeler son thérapeute. Le thérapeute va vraiment pouvoir le coacher sur les stratégies qu'ils ont trouvées efficaces ensemble. Donc, OK, est-ce que tu as essayé, bon, disons, je reçois un appel, est-ce que tu as essayé de prendre une douche froide? OK, va faire ta douche froide, rappelle-moi après. Puis donc, ainsi de suite.
on avait comme un tour de garde, en fait. Donc, tous les thérapeutes, on avait un téléphone d'urgence, puis on avait un horaire. Donc, disons, moi, j'étais le mardi matin, je recevais les appels du mardi matin. Des fois, on a des patients, puis ils disent, écoutez, essayez de faire ça, je vous rappelle après, dans 1 heure, voir comment ça s'est passé. C'est sûr que c'est pas parfait au sens où, oui, les crises arrivent souvent la fin de semaine et le soir. Par contre, pour ça, il y avait l'urgence et ça permettait quand même d'avoir quelques appels où le thérapeute encourageait le patient à utiliser ses compétences. Par exemple, avant un groupe, ça nous arrivait souvent qu'il y avait des patients qui étaient trop anxieux pour venir. Bien, dans ce cas-là, le rôle du thérapeute, c'était de l'encourager de tous les moyens, de se présenter au groupe. On va vous aider à venir. Vous pouvez rester avec moi pendant le trajet d'autobus. On y va, il faut que vous soyez là. C'est important. C'est quelque chose qu'on va faire beaucoup, beaucoup au début. Par la suite, ce qu'on s'attend, c'est que les appels diminuent. Aussi, il y a une règle qui est importante aussi. S'il y a eu un comportement autodommageable, l'appel cesse. Vous ne m'appelez pas après avoir consommé votre alcool, vous m'appelez avant. Puis si vous m'avez consommé de l'alcool, je vais vous dire, écoutez, vous avez réussi à réguler votre émotion, on va se reparler au prochain rendez-vous. Le patient qui fait un geste d'automutilation ne va pas avoir le droit d'appeler le thérapeute pendant 24 heures après son geste, à moins qu'il y ait un rendez-vous qui était prévu à ce moment-là, mais on ne renforce pas les comportements destructeurs. On va renforcer le patient avant qu'il le fasse. Supervision d'équipe. Donc, 1h30 par semaine, toute l'équipe se rencontrait ensemble. C'était vraiment un moment qui était important. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une supervision d'équipe où on va parler de manière générale là, de bon, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, les horaires, l'organisation. On veut vraiment parler, c'est comme une thérapie pour les thérapeutes, en fait. Donc, ce qu'on va faire, avant chaque début de rencontre, on va écrire notre nom, notre sentiment d'épuisement, notre sentiment d'inefficacité, le temps désiré de parole, puis le sujet. Le but est de faire la thérapie pour les thérapeutes et d'avoir une approche dialectique de ces problèmes-là. Donc, le thérapeute va vraiment nommer en quoi il a besoin d'aide. Est-ce que c'est du support? Est-ce qu'il a la difficulté à se motiver? Est-ce qu'il ne sait pas comment aider le patient? Puis là, vous voyez, tout ce que je viens de dire, c'est pour le thérapeute. C'est pas mon patient ne va pas bien et n'est pas adéquat, c'est comment je peux aider mon patient à travailler cette compétence-là ou à s'améliorer par rapport à tel aspect. Donc, à travers la réunion d'équipe, il va y avoir toujours une personne qui va s'occuper de la gestion du temps, une personne qui va être le chien de garde, c'est-à-dire celui qui va s'assurer qu'on reste dans une synthèse dialectique, qu'on essaie de trouver un esprit de synthèse. Si tout le monde s'entend sur « oui, c'est vraiment assurément ça qu'il faut faire », ça veut dire qu'on n'est pas en dialectique. Normalement, il y a toujours un opposé, puis le but est de travailler pour qu'il y ait tous ces pôles-là qui ressortent de la réunion d'équipe. Voilà. Mentalisation maintenant. Donc, bon, c'est un bref survol de la TCD, ça peut être très intéressant de poursuivre, mais au niveau de la mentalisation, qui était l'autre grande approche qu'on pouvait utiliser avec le trouble de personnalité limite, ce qu'on va travailler, pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi, donc c'est une activité où on va porter attention à ce qui se passe au niveau de nos états mentaux et ceux d'autrui et comprendre que ça a un effet sur les comportements qu'on va adopter au quotidien. Donc, chacun a des besoins, des désirs, des croyances qu'on est plus ou moins au courant. Puis, même chose chez l'autre, puis de se poser des questions sur c'est quoi cette expérience-là subjective qu'il peut vivre. Les ingrédients thérapeutiques, donc c'est une thérapie qui est basée sur la théorie de l'attachement. Le but est de rétablir ce qu'on appelle la confiance épistémique, c'est-à-dire la confiance que les gens autour peuvent nous apprendre, peuvent nous soutenir, peuvent nous vouloir du bien, puis qu'on peut apprendre de ces relations-là. Ce qu'on considère, c'est qu'avec le trouble de personnalité limite, il y a une sorte de vigilance épistémique où la personne ne fait pas confiance à l'autre, ne fait pas assez confiance pour apprendre de la relation. Et donc, le but est vraiment d'insister pour rétablir cette confiance-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les affects dans un niveau relationnel, donc à travers les relations à l'extérieur de la thérapie, mais aussi dans la thérapie en tant que telle. On va chercher constamment les bris de mentalisation dans l'ici-maintenant. Donc, à partir du moment où, soit en individuel, soit en groupe, le patient perd sa mentalisation ou je perds ma mentalisation, c'est les moments où on va vouloir s'arrêter puis essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on perde nos capacités à se poser des questions sur ce qui se passe. On va beaucoup travailler les patterns relationnels, puis ça, le groupe est quelque chose d'assez pratique pour ça, parce qu'on voit assez facilement les modes d'interaction des patients.
quand on les voit agir, ça nous donne beaucoup d'idées, puis ça peut être repris en thérapie individuelle. Puis après, bon, ça nous donne une idée de comment il peut interagir à l'extérieur de la thérapie. La posture mentalisante. Donc, clairement, il faut respecter l'idée de l'opacité de l'esprit, pour soi comme pour l'autre. Donc, l'opacité de l'esprit, c'est de dire que je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes et vous ne savez pas ce qui se passe dans la mienne. Et des fois, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe dans la mienne. Ça, c'est important de se rappeler. Toujours présenter un doute. On ne sait jamais à 100% ce qui se passe pour l'autre, ce qui se passe pour soi. Donc, cette idée-là de curiosité, de non-savoir, d'aller chercher, d'aller explorer, de se poser des questions ensemble. Puis c'est ça que la thérapie individuelle veut faire. On se pose des questions ensemble sur ce qui se passe. La formulation est un autre élément essentiel. Donc, comme dans la thérapie dialectique comportementale, en thérapie basée sur la mentalisation, on veut vraiment faire une bonne formulation et on va y revenir régulièrement en thérapie individuelle. Ce qu'on va travailler, bon, en premier, la formulation va impliquer l'anamnèse avec la démographie, l'historique de traitement, les diagnostics, les traitements qu'ils ont reçus dans le passé et qu'ils reçoivent maintenant. Même chose, les objectifs de vie du patient, parce que c'est un peu notre contrat, c'est pourquoi vous faites de la thérapie en ce moment. C'est important qu'on puisse le souligner. Les objectifs de traitement, plus spécifiquement par rapport aux relations, à la régulation émotionnelle et au comportement cible. Et l'implication, les possibilités de difficultés dans l'implication près de la thérapie. Par exemple, qu'est-ce qui risque d'être facile pour vous? Qu'est-ce qui risque d'être difficile pour vous? Thérapie de groupe comme thérapie individuelle. Il y a des gens qui trouvent ça très difficile de se confier, mais ça, on va le nommer dans la formulation. Donc, pour vous, c'est difficile de nommer les émotions. Des fois, il y a un sentiment de méfiance. S'il y a des choses plus difficiles, je vais me retenir. Ça, c'est des choses qu'on va adresser rapidement dans la formulation parce que ça va nous aider après quand il va y avoir des obstacles dans la thérapie. Donc, si je sens que le patient bloque puis qu'il n'est pas capable de m'expliquer certaines choses, je vais dire, ça me fait penser à ce qu'on avait discuté dans votre formulation où quand il y avait des événements plus difficiles, ça se peut que ce soit plus difficile à aborder pour vous. Est-ce qu'on est en train de vivre ça? Exemple sommaire. Notre formulation va toujours intégrer un plan de crise. C'est vraiment important pour le trouble de personnalité qu'on soit au clair sur qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a des émotions intenses, quand il y a des difficultés. Donc, on va bien détailler qu'est-ce qui va pouvoir précipiter une crise. C'est quoi les comportements autodestructeurs qui vont avoir lieu? C'est souvent dans quel contexte relationnel. Par exemple, quand j'ai un conflit avec ma mère, c'est assurer que je me coupe, on va le nommer. Donc, c'est important. Les moyens à disposition pendant la crise. Donc, est-ce que c'est d'appeler le thérapeute, de prendre un Seroquel, d'aller prendre un bain? Donc, tout ça, on veut vraiment le nommer. C'est des choses qu'on va revenir régulièrement dans la thérapie. À partir du moment où il y a un comportement autodestructeur ou dangereux, on va revenir à notre formulation, sur quoi on s'était entendu, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que vous avez essayé. C'est vraiment un outil qu'on trouve important. On va aussi préciser au niveau des relations. C'est quoi les relations précoces? Donc, c'était quoi les relations avec les parents? C'était quoi les types d'attachements qu'ils avaient? Quelles difficultés en ce moment dans votre vie vous identifiez dans vos relations? Est-ce que c'est que vous vous attachez trop vite, que vous entrez rapidement en conflit? Donc ça, on va bien le détailler. Puis, qu'est-ce qui risque d'arriver dans le groupe et dans la thérapie? Par exemple, quand ça devient trop intense, je risque de ne pas me présenter à ma thérapie individuelle. Ou je risque de ne pas parler dans le groupe quand ça devient trop personnel. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va vraiment vouloir adresser. On va aussi de voir les modes de prémentalisation qui sont prédominants chez le patient. Donc, je vais y revenir tantôt pour les modes de prémentalisation, mais on va vraiment vouloir les adresser pour voir dans votre quotidien, globalement, vous avez quelle tendance? La mentalisation, l'idée est de garder un niveau d'activation émotionnelle qui n'est pas trop froid, mais pas trop chaud. On veut rendre le patient juste assez émotionnel pour travailler les choses difficiles. Donc, s'il est trop confortable, trop facile, il n'y a pas trop d'émotions, on ne va pas être dans la mentalisation. On va être probablement plus dans des modes semblants ou dans des modes où on peut moins explorer. Si on est dans un état trop émotionnel, alors là, le patient perd sa capacité à réfléchir, à mentaliser. On veut vraiment essayer de redescendre. Alors, l'idée est vraiment qu'on veut se retrouver donc, en travers une courbe là, entre ça et ça pour s'assurer qu'il y a une mentalisation optimale. Pendant la thérapie, donc on va s'intéresser au processus mentalisant. On va essayer vraiment de porter attention au mode de pré-mentalisation, c'est-à-dire au mode où on va avoir de l'équivalence psychique. L'équivalence psychique, c'est quand ce qui se passe dans ma tête, je suis convaincue que c'est ça qui se passe dans la réalité. Ça, on va y faire attention. Le mode téléologique, où ça prend absolument une action concrète pour comprendre ce qui se passe comme un état mental. Genre, je t'écris un message texte, ça veut dire que je t'aime.
Puis le mode semblant, qui est un mode où les émotions, puis les pensées, puis ce qu'on dit, ne va pas être congruent. Bon, on va parler beaucoup de gens qui font de l'intellectualisation, de la rationalisation, vont être dans ce mode-là, qui semble un peu détaché au vécu émotionnel réel. On va manœuvrer pour explorer les pôles de la mentalisation. Donc, il y a 4 pôles qui sont écrits ici, on ne passera pas trop de temps là-dessus, mais on va parler d'émotion, de cognition, le soi, l'autre, contrôlé automatique, interne, externe. À chaque fois, ce qu'on veut aller, c'est des manœuvres. Donc, si on voit que le patient, des manœuvres à contresens. Donc, à partir du moment où le patient est très émotionnel, je vais essayer de le ramener d'un peu plus dans une sphère cognitive, moins émotionnelle, plus dans du factuel. Si le patient ne parle que de lui, je vais essayer de l'amener à voir, puis pour l'autre, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Ces manœuvres-là à contresens sont vraiment à faire quand on est en état de mentalisation. Si vous êtes dans des modes de pré-mentalisation et que la personne ne réfléchit plus, c'est pas le temps d'aller explorer qu'est-ce qui se passe pour l'autre, puis à l'intérieur, comment vous avez ressenti, l'extérieur non plus. Le but, c'est de baisser le niveau d'activation émotionnelle pour qu'il soit capable de réfléchir avec vous. La mentalisation est beaucoup axée sur les émotions, donc on va vraiment essayer d'explorer qu'est-ce qui s'est passé au niveau affectif dans chacun des événements. Ici, c'est un petit schéma peut-être de comment on peut aller explorer un événement. Donc, on va explorer la narrative. Qu'est-ce qui s'est passé dans les faits en général? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes senti? Qu'est-ce que vous avez fait? Ensuite, l'expérience sur le coup. Vous vous êtes senti comment quand ça arrivait? Puis maintenant, en thérapie, qu'est-ce que vous avez comme réflexion face à cet événement-là? Ça fait quoi d'en parler en ce moment en thérapie? Puis, non, en fait, excusez. Donc, il y a l'émotion actuelle actuelle sur l'événement. Donc, juste que je conceptualise. Il y a l'émotion sur le coup. Il y a la réflexion qu'on peut avoir sur ce qui s'est passé. Puis, il y a l'émotion qu'on a en ce moment de ce qui s'est passé et l'émotion d'en parler en thérapie. Je ne sais pas si je suis claire là-dessus, mais donc, c'est vraiment ce qu'on veut montrer, c'est que l'émotion change, que l'émotion bouge. Et une fois qu'on a fait ce processus-là, on va aller essayer de voir au niveau des perspectives alternatives. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer pour l'autre? Qu'est-ce qui a pu se passer pour telle personne? Qu'est-ce que vous auriez pu faire autrement? Mais tout ça vient après la boucle. Donc, si on reprend mon exemple de tantôt, la patiente qui était complètement dérégulée, qui amène 1000 et une choses en même temps, vous voyez, la thérapie de mentalisation ne va pas aller directement dans le comportement d'automutilation. Ce qu'elle va explorer, ce qu'on va nommer avec la patiente, c'est vraiment de voir, bon, là, il y a beaucoup de choses en ce moment, on va s'arrêter, on va prendre une minute. De quoi vous voulez parler aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous semble le plus important? Et on va aller selon ce que la patiente nous dit, mais on va aussi nommer qu'on est inquiet sur, bon, à ce moment-là, il y avait des doutes par rapport à la thérapie. C'est sûr que nous, ça nous inquiète. On va vouloir nommer qu'il y a des doutes par rapport au traitement et qu'on veut se garder aussi un petit 10 minutes à la fin pour revoir notre plan de crise parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché puisqu'elle s'est coupée. Donc, la mentalisation va surtout aller sur l'exploration de l'état mental, sur ce que le patient veut parler, tout en gardant l'idée que le thérapeute a aussi des choses qui sont essentielles pour lui d'aborder. Pour qu'il puisse se concentrer, il faut qu'il y ait au moins ce sentiment-là de sécurité dans la relation. Format de la thérapie, globalement, bon, il y a un groupe d'introduction, puis un groupe de 25 séances. Nous, pendant que j'étais là-bas, on l'a aussi modifié parce qu'après 25 séances, ce qu'on voyait, c'est que ça devenait principalement un groupe de parole. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on a introduit le groupe sur 12 séances où on faisait une petite capsule théorique au départ de 30 minutes, puis on faisait l'exploration. Ça permettait quand même de garder un certain lien avec la théorie. Ça allait moins dans tous les sens, selon ce qu'on a vu. TDAH. Alors, j'étais assez impressionnée. En Europe, en tout cas à Genève, le TDAH était très peu abordé. Puis même en France, ce qu'ils disaient, c'est que ça n'existait quasiment pas. Les généralistes le diagnostiquaient pas, mais les psychiatres au privé ne prescrivaient pas de psychostimulants pour la plupart. Donc, on recevait des demandes de psychiatres privés. Là, un TDAH, quel médicament nous suggérez-vous? Donc, c'est vraiment l'inverse de chez nous où tout le monde le saupoudre un peu dans son eau, là. Mais donc, c'est assez intéressant à voir. TDAH et TPL, donc, la comorbidité est très importante. Donc, ici, je vous ai mis quelques statistiques. 14% des patients, des enfants avec un diagnostic de TDAH à l'enfance,
vont après recevoir un diagnostic de trouble de personnalité limite. Puis même selon certaines études, ça montait jusqu'à 34 %. N'oublie pas que le trouble de personnalité limite, c'est à peu près 2 % des gens. Donc, c'est sûr que ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une énorme prépondérance là, du trouble de personnalité limite chez les enfants TDAH. L'inverse est aussi vrai. Hein. Donc, de 18 à 34 % des TDAH avaient un TPL. Ce qu'on voyait, c'est que plusieurs TPL ont un TDAH, puis beaucoup, quand on regardait au niveau de l'historique, avaient des symptômes qui étaient compatibles avec le TDAH à l'enfance. Donc, même s'il n'y avait plus de TDAH en ce moment, quand on regardait au niveau du jeune âge, plusieurs avaient des symptômes qui étaient compatibles. Ce qu'on voyait, c'est que la présentation clinique était aussi plus sévère chez l'adulte qui avait un trouble de personnalité limite et un TDAH comorbide. Il y avait plus d'agressivité, plus d'abus de substances, puis le traitement de un ou de l'autre améliorait en général l'état de la condition comorbide. On pense qu'il y a plusieurs facteurs communs. Donc, il y a la génétique, il y a plusieurs facteurs au niveau de la neurobiologie qui pourraient être liés aux deux. Le tempérament, donc la recherche, par exemple, de la nouveauté, la pauvre tolérance là, au stress, ça pouvait avoir lieu dans le tempérament. Puis les facteurs environnementaux, ils ont même prouvé qu'au niveau des facteurs des histoires d'adversité à l'enfance, il y avait plus de risques d'avoir aussi un TDAH et un TPL par la suite. Donc, il y avait des facteurs qui étaient communs. Au niveau de la symptomatologie, ben, c'est sûr que TPL, TDAH, quand on regarde à l'âge adulte, ben, il y a beaucoup de facteurs qui se recoupent. Hein? Donc, l'impulsivité, la dysrégulation des émotions, qu'on voit quand même chez 70 % des adultes avec un TDAH. Souvent, quand on pense à dysrégulation émotionnelle, on ne pense pas nécessairement à TDAH, mais c'est vraiment ce qui montrait qu'il était un facteur prédominant, la difficulté à se réguler à travers le quotidien. La présence de troubles relationnels, puis la pauvre estime de soi était aussi présente. Au niveau pathogène, je l'ai nommé, la génétique, la dysfonction du lobe frontal. Aussi, au niveau social, on peut comprendre quand un enfant est très agité, est très demandant, beaucoup de dysrégulation émotionnelle, ce que ça va faire, c'est sûr que pour le parent, un parent régulier, c'est plus difficile d'accompagner ton enfant dans toute cette intensité-là. Et il y a donc plus de risques d'invalidation ou d'exposition à des difficultés, des traumatismes. Alors, on peut comprendre quand même qu'un enfant TDAH a plus de chances d'évoluer vers le trouble de personnalité limite à cause de ces facteurs-là. Au niveau des traitements, donc, au TRE, on utilisait la pleine conscience pour le TDAH. La pleine conscience a été montrée comme très efficace pour ce trouble, avec même des changements au niveau neurobiologique, au niveau des patients qui avaient un TDAH adulte. Ce qu'on utilisait, c'est le programme de 8 semaines, MAPS, Mindfulness Awareness Practice, là, je vais sûrement massacrer son nom, là, de Zilovska. En fait, vous savez, la pleine conscience, c'est de porter son attention sur un objet spécifique, puis de le remarquer quand on est distrait. Donc, on va rapidement prendre conscience de nos pertes d'attention, ce qui peut aider pour le TDAH. Ce programme-là montrait par contre des petites adaptations qui étaient requises. On ne fait pas de la pleine conscience générale. Donc, ce qu'on va travailler, c'est vraiment, tout d'abord, faire une psychoéducation sur les symptômes, travailler la neurobiologie. On va nommer beaucoup l'étiologie. Comment on comprend le TDAH? Qu'est-ce que ça implique? On va mettre plus de support visuel aussi parce que le TDAH va plus facilement accrocher quand il y a des trucs interactifs ou des images, la couleur. Les méditations vont être plus courtes au départ. Puis avec le temps, on va pouvoir augmenter, c'est mon chien qui fait des petits bruits. Donc, les méditations sont plus courtes au départ, puis ils vont augmenter en cours de session. On ne commence pas avec 2 heures de pleine conscience pour le patient TDAH, il va capoter. Donc, l'idée est vraiment de l'accompagner progressivement plus court. Marcher en méditant était aussi très efficace pour aider à réguler cette hyperactivité-là. Puis, on va toujours faire aussi un retour sur les tâches à domicile, donc c'est important de le faire pratiquer dans son milieu. Ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait une amélioration au niveau de l'attention soutenue. Il y avait moins de distractions, l'attention était plus flexible, il y avait moins d'hyperactivité, moins d'impulsivité, puis moins de réponses automatiques. Puis les changements étaient persistants, même 2 mois après la thérapie. Donc, c'est quelque chose qui est assez efficace. L'équipe du TRE a aussi travaillé pour faire une TCD pour le TDAH, parce que, on sait que la TCD, c'est fait pour la dysrégulation émotionnelle. La seule chose qu'ils faisaient, ils prenaient les modules réguliers, mais ils ont rajouté un module d'introduction où on faisait de la psychoéducation sur le diagnostic, l'origine du trouble, les traitements pharmacologiques, la psychothérapie. On faisait aussi un module sur l'attention, qui vient un peu lié avec la pleine conscience.
Puis aussi des stratégies d'organisation, donc l'agenda, comment on fait des rappels techniques pour faciliter la mémoire. Un module sur l'hyperactivité et impulsivité, où l'on travaillait la tolérance à la détresse, les stratégies comportementales pour planifier, puis un module sur les émotions et les relations, qui est tiré vraiment de la thérapie dialectique comportementale régulière. Je vous ai mis un petit article là. En gros, ce que ça donnait, c'est qu'il y avait une amélioration dans plusieurs sphères chez le TDAH, notamment au niveau des symptômes dépressifs, de l'hyperactivité, de l'impulsivité. Il y avait aussi une amélioration au niveau de l'espoir, au niveau de l'organisation. Donc, ce qu'on voyait, c'était une thérapie qui était assez utile et appréciée par les patients. Globalement, ici, je vous ai mis un petit mot sur la recherche parce que c'est une étude, bon, vous voyez tous les articles que je vous ai montrés, c'est des articles qui ont été faits par cette équipe-là. Ils sont très prolifiques au niveau recherche. J'avais trouvé intéressant la manière qu'ils organisaient leur programme. Donc, à chaque mois, il y avait une rencontre qui durait 1 à 2 heures où un des membres de l'équipe présentait leur recherche. Donc là, il présentait ce qu'il avait fait jusqu'à date, puis tout le monde pouvait avoir une interaction sur qu'est-ce qu'il pense, y a-t-il des biais, est-ce que vous avez essayé ça, est-ce que vous avez essayé ici. Donc, ça rendait ça assez standardisé, puis ça forçait aussi à se poser des questions ensemble, l'amener en groupe, savoir qu'est-ce qui se passe dans leur milieu. Donc, c'était une petite idée au niveau recherche que je voyais qui est d'ailleurs en train de commencer chez nous aussi. Réflexion parce que, bon, la FMC cette année avait comme thème la résilience. Quand je suis revenue de mon fellowship, j'avais trouvé l'expérience extraordinaire. Puis je me disais, ça avait donc bien été intéressant. J'ai essayé de réfléchir quand j'ai vu qu'on parlait de résilience aujourd'hui sur ce qui avait fait en sorte que l'expérience était aussi le fun. Parce que j'étais quand même à l'étranger, j'étais toute seule, mon chum était ici. Fait qu'il y avait plusieurs facteurs qui faisaient que ça aurait pu être difficile. Puis clairement, ce qui m'a ressorti, c'est l'importance de l'équipe. Qu'on a un peu perdu avec le COVID parce qu'on se voit moins, il y a eu la distanciation physique qui font en sorte qu'on a moins cet esprit-là, je pense, d'être ensemble. C'est les moments, je pense, qui sont le plus importants quand on travaille, surtout avec des patients difficiles, qui ont des enjeux de régulation émotionnelle, il y a des émotions fortes. Ces moments-là d'équipe font vraiment du bien. Avec l'équipe du TRE, en fait, il y avait régulièrement des sorties, on allait prendre une bière après le travail, on avait comme une espèce de cafétéria commune où 15 minutes avant le matin, tout le monde prenait son café ensemble. Il y avait plein de choses qui se réglaient dans ce moment-là où on échangeait de manière informelle, mais ça faisait vraiment du bien. Puis, avant les supervisions d'équipe, on avait un déjeuner, donc un membre de l'équipe amenait les croissants. Je pense que cet aspect-là d'équipe faisait en sorte qu'on était plus résilient quand il y avait des difficultés. Par exemple, on a eu des suicides, on a eu des conflits, mais une fois qu'on se voyait hors du travail avec une bière, tout allait mieux en général. C'est un peu ce que j'ai pu voir aussi des fois qu'on l'a fait avec l'équipe. Ça nous fait sentir bien, puis ça nous fait sentir un sentiment d'appartenance. Un autre point qui était surprenant, les Suisses ont vraiment une grande fierté par rapport à qui ils sont, qui ils donnent, leur service, l'organisation. C'était quelque chose qui était très renforcé, la productivité au travail. Les HUG, c'était un peu une entreprise privée, donc ils remerciaient beaucoup leurs employés. Il y avait cette idée-là de vous nous rendez service. 2 fois par année, ils organisaient un gros party où il y avait alcool à volonté, nourriture. Tout le monde se réunissait. Parce qu'il y avait une réunion de tout le monde. Puis, donc ici, ça, c'était une des photos qu'on a eues justement dans ces moments-là. Il y avait loin un bateau, puis bon, tout le monde était ensemble. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'argent qui vient avec, mais ça faisait vraiment en sorte que tout le monde était fier d'être là. Puis la valorisation de la qualité de vie. La première chose que Nader m'a dit quand je suis arrivée à l'équipe, c'est « Écoute, les montagnes, t'as-tu été faire du ski? Qu'est-ce que t'as fait? Il faut vraiment que tu ailles à telle place. » La qualité de vie, puis la vie à l'extérieur du travail était vraiment encouragée. Puis je pense que c'est ce qui nous permet aussi d'avoir un équilibre de vie qui nous aide à être plus résilients par la suite, la semaine au travail, d'être capable de valoriser aussi, d'avoir une vie à l'extérieur, puis des loisirs interpersonnels, puis des moments pour soi à travers tout ça. Voilà, puis là, je vous ai mis des petites photos de mon voyage parce que j'ai vraiment aimé ça. Merci.